Bonjour les terminales. Aujourd'hui nous commençons un nouveau chapitre, le chapitre 13 qui s'appelle Travail et énergie. Nous venons effectivement sur la notion d'énergie en lien avec le chapitre 12 et on revient à la notion de travail mécanique cette fois-ci-là, c'est-à-dire en lien avec la mécanique que nous avons développée dans le chapitre 11. Dans ce chapitre, nous allons commencer par développer ou essayer de comprendre ce que c'est qu'une notion de travail. Pour ce faire, je vous avais demandé de travailler sur une activité documentaire qui est liée au travail sur les pyramides. Donc nous allons reprendre ensemble les questions de façon à ce que vous puissiez y répondre. Alors bien évidemment, au départ, vous avez lu les questions, lu les documents et essayé d'y répondre, et vous ne regardez cette vidéo que après réflexion. Donc maintenant que je vous ai montré l'énoncé, nous passons à la rédaction des questions et les encadrer effectivement ici. On vous demande donc, dans la première question, de schématiser la situation qui se retrouvait dans le document 2, c'est-à-dire le bloc de pierre qui se trouve sur la pente. Donc, on retrouve le schéma ici du bloc de pierre qui va changer donc au niveau de son énergie et on cherche à comprendre quelles sont les forces qui peuvent être responsables de ce changement de niveau d'énergie. J'ai défini le système qui est le bloc de pierre auquel on va s'intéresser, référentiel terrestre supposé galiléen, et nous cherchons donc ici à faire le bilan des forces. Dans un souci de simplification, ce que j'ai fait, c'est que je vais représenter toutes ces forces, je vais les projeter au point G. La première, tout le monde y a pensé, j'imagine, il s'agit du poids de l'objet, c'est-à-dire la force d'attraction gravitationnelle, poids du bloc. Celle-ci, pas de souci. Ensuite, on peut se poser la question pourquoi le bloc ne s'enfonce pas dans la Terre. Il ne s'enfonce pas dans la Terre parce qu'il est retenu effectivement par ce qu'on appelle la réaction du support, qui est une force qui est perpendiculaire au support. Je l'appelle R, et elle porte toujours le nom de réaction du support. Après, sur le schéma, je n'ai pas représenté les esclaves. Mais nous voyons bien que les esclaves tirent le bloc, ils vont le tirer vers l'avant, en indiquant effectivement, alors, on peut imaginer qu'il tire un peu vers le haut et vers l'avant. Voici la force de traction dont sont responsables les esclaves qui veulent amener le bloc en haut de la pyramide pour construire la pyramide. Donc on appelle cette force une force de traction. On peut se poser la question pourquoi les esclaves ont-ils tant de mal à monter? Ils ont tant de mal à monter effectivement le bloc de pierre, tout simplement parce que à chaque fois qu'ils vont essayer de le déplacer, ce bloc de pierre va subir les frottements de la part effectivement de sa surface de contact. Alors même s'ils mettent des rondins de bois et de la boue, ça reste en fait quelque chose qui a été très fastidieux et on imagine bien que les pyramides n'ont pas été construites en un jour. Reprenons donc maintenant la question numéro 2 et on se pose la question dans cette question numéro 2 de savoir qu'est-ce qui a évolué. Donc on considère un bloc de pierre qui est immobile et le même bloc de pierre qui se trouve à 43 mètres de hauteur, c'est-à-dire en haut de la pyramide. Je vais faire un petit schéma. Alors, petit schéma explicatif, à savoir qu'on a placé le bloc de pierre au départ en bas de la pente. Il se trouve en haut de la pente, c'est-à-dire à 43 mètres d'altitude. Le point G se trouve dans cette position-là au départ, et quand les esclaves ont fini effectivement leur travail, le bloc de pierre se trouve en haut de la pente. Mais qu'est-ce qui a pu être modifié effectivement et qu'est-ce qui peut tenir compte de l'altitude? Vous l'avez vu, normalement en classe de première, il s'agit de l'énergie potentielle de pesanteur. Énergie potentielle de pesanteur. Cette énergie, en fait, c'est celle qui tient compte de la variation d'altitude. Elle varie au cours de la montée, car il y a un changement d'altitude. Et en fin de compte, c'est par ce changement d'énergie, cette variation d'énergie, que le bloc de pierre a gagné en énergie. Mais cette énergie, cette variation d'énergie, elle est due à quoi? Je l'ai dit,
au travail des esclaves. Donc en fait, la force qui a travaillé, c'est F. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a que F qui travaille pour faire augmenter ou varier l'énergie du système? Est-ce que les autres forces peuvent agir pour faire varier effectivement le travail? Pour répondre à cette question, il s'agit en fait de revenir sur la troisième question qui vous est posée. Un ouvrier vient apporter donc de l'aide aux ouvriers, donc on peut imaginer, je parle d'un ouvrier, parce que c'est un texte, hein. Dans la classe, je vous aurais parlé d'une esclave un peu blonde, et en fait cette esclave un peu blonde serait positionnée sur différents endroits au niveau du bloc de pierre. Donc la blonde de base, elle voudrait aider, mais elle ne sait pas trop où se positionner, ce qui veut dire que elle va se positionner selon A, en d'autres termes vous avez compris, vers derrière. Je vous rappelle qu'il faut faire changer le bloc de pierre d'altitude. On dit bien qu'elle est blonde, celle-ci. Une autre va se positionner pour pousser selon C. Une autre encore va se positionner selon D et selon B. Donc ce qu'on vous pose ici comme question, quel effet a chacune des forces sur le bloc de pierre? C'est la première question. Vous remarquerez effectivement que la force B et la force D vont faire avancer. Le long de la plante. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut dire des esclaves qui voudraient aider en agissant selon A ou selon C? C ne permet pas en fait de faire monter la pierre, ce qu'il fait c'est qu'il la déplace sur le côté. C'est un bloc, donc c'est du masculin, le déplace sur le côté. On peut dire que cette force, elle est inefficace. Quant à A, là, on a vraiment affaire à une esclave qui est très blonde, puisque effectivement, elle le ferait reculer. Donc celle-là, effectivement, si elle tire le bloc de pierre vers le bas, on comprend bien que son énergie ne va pas augmenter. Donc, justement, on vous pose la question de l'efficacité. Vous avez compris. Parmi ces 4 esclaves-là, il n'y en a que 2 qui sont efficaces. Oui, B et D sont efficaces. Alors, je vous parle de force efficace parce qu'on est le long d'une pente, le long d'une pyramide. Dans la réalité, on parlera de travail quand c'est efficace, c'est un travail qui est moteur. En d'autres termes, elle va apporter de l'énergie au système. Donc maintenant qu'on a effectivement compris ici, alors le mot travail, c'est un mot qui est important effectivement. On peut se poser la question de comment va-t-il être symbolisé. Il va être symbolisé par une lettre qui est travail en anglais. En d'autres termes, on parlera du travail sur un trajet. Alors le trajet, on peut appeler un trajet A, B, sur le trajet de la pente. Et donc on placera en bas à droite, travail selon AB. Et ensuite, on pourra indiquer que ce travail-là, effectivement, doit être positif, puisqu'il apporte de l'énergie au système. Alors, c'est ce qu'on reprend dans la question 4, justement, et on vous demande, je vous remontre le texte, on vous demande dans la question 4 de choisir parmi les relations celles qui permettent de comprendre que une force, si elle est inclinée d'un angle alpha, avec effectivement l'horizontale, donc là on a repris un petit wagonnet à tirer vers l'avant, et de comprendre que ce travail-là doit être positif. Cet angle-là, il est compris entre 0 et 90. Entre 0 et 90, est-ce que vous pensez que le sinus est positif? Ou est-ce que vous pensez que le cosinus d'un angle est positif? Je vous laisse réfléchir. Arrêtez la vidéo si vous avez besoin d'aller retourner à votre cours de maths ou de trigonométrie. Normalement, ce que vous devriez voir, effectivement, c'est que le sinus d'un angle entre 0 et 90 est négatif, alors que le cosinus d'un angle est positif quand il est entre 0 et 90. En d'autres termes, cette formule-là est possible, mais attention, il y a un cosinus ici et un cosinus ici. En d'autres termes, je n'ai fait que éliminer la formule B. Maintenant, regardons les autres formules. À votre avis, pour qu'un travail soit efficace, il faut que la force soit petite
ou grande. Bah, si on veut augmenter l'énergie pour faire monter le bloc jusqu'en haut de la pyramide, ça veut dire que l'intensité de la force doit être élevée. Donc le travail est d'autant plus efficace que la force est élevée. Bah, je viens encore d'éliminer une relation ici. Bah, la D. F est au dénominateur. F au dénominateur voudrait dire que plus la force augmente, plus la force est intense et plus le travail diminue. Impossible. Donc il ne nous reste plus qu'à hésiter entre A et C. Allez, encore un peu de réflexion. Le travail est d'autant plus long, d'autant plus fort, que la distance est importante. Vous aurez donc compris que la relation qui définit le travail est la relation petit c. On indiquera donc W de AB, de la force F, entre parenthèses avec une flèche au-dessus, c'est bien un vecteur, est égal à F, multiplié par la distance du parcours, multiplié par le cosinus de alpha. Alors, on va le revoir en cours, mais ça, c'est une expression mathématique d'un produit. Vous vous rappelez peut-être? Parce qu'en fait, F et AB peuvent être définis comme des vecteurs. F, on sait que c'est le vecteur force, et AB, on va l'appeler vecteur déplacement. Oh, allez, je vous le dis dès maintenant, mais on reverra en cours dans le chapitre qui suit. Ça fait F scalaire AB. Et oui, c'est ça le travail d'une force. Donc c'est ce qu'on va revoir dans le cours, effectivement, juste après. Merci de votre attention. N'hésitez pas à revoir cette vidéo une deuxième fois, de façon à bien comprendre la correction de cette activité. Au revoir.